Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes avec nous sur Sud Radio dans Y a pas d'âge pour une heure de convivialité comme tous les dimanches. Et David, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour comprendre la violence qui touche les ados de moins de 15 ans. Où sont les failles? Qui porte la responsabilité de ces enfants? Les parents souvent dépassés, les politiques, l'éducation nationale? Eh bien on en parle dans un instant. Il n'y a pas d'âge pour bien voyager avec son animal de compagnie et en prendre évidemment soin pendant tout l'été. On vous donne tous les réflexes à avoir pour qu'il soit comme un petit coq en pâte. Cet été, il n'y a pas d'âge, je vous emmène à Hollywood pour croiser vos stars préférées et connaître tous leurs petits secrets en plongeant dans le livre de Martine Kouralélingue, Dreamland, il fourmille de rencontres et d'anecdotes plus croustillantes les unes que les autres, vous verrez. Il n'y a pas d'âge pour bien protéger sa peau du soleil. Attention à toutes ces vidéos et communications que vous voyez sur les réseaux sociaux contre les crèmes solaires. Si vous partez bientôt en vacances, pas de bêtises, il faut se protéger. On en parle dans quelques minutes. Et nous recevrons l'iconoclaste et révolté Christophe Alévèque qui nous revient avec une revue de presse qui déménage, actualité oblige. Sud Radio, y a pas d'âge. Bien qu'il soit difficile à interpréter, les chiffres de la délinquance chez les mineurs nous affolent. Vous vous souvenez, l'actualité est dense. Vous vous souvenez, ces sans-appel, ces meurtres à Grande-Synthe, à Crépol, ou même encore plus proche de nous, l'abominable viol de cette petite fille de 12 ans à Courbevoie. La question n'est pas ici de savoir si ces crimes ont augmenté ces derniers mois, mais plutôt de comprendre où sont les failles, qui porte la responsabilité de ces enfants, comme le disait David, parents dépassés, politique, éducation nationale, car force est de constater que la délinquance des mineurs est plus violente qu'autrefois. Bonjour Johanna Rosenblum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris, vous travaillez avec les forces de l'ordre. Johanna, je le disais tout à l'heure, où est la faille? Qui porte la responsabilité d'une telle violence chez des enfants quand même encore très jeunes? Écoutez, c'est très bien que vous parliez de responsabilité parce que pendant très longtemps, jusque dans les années 70, on parlait de personnalité criminelle, comme si certaines personnes venaient au monde avec une personnalité de potentiel criminel en puissance qui allait grandir avec cette volonté de passer à l'acte. Et d'ailleurs, Dostoïevski y a contribué parce qu'il écrivait le criminel au moment où il accomplit son crime est toujours un malade. Et en réalité, grâce aux neurosciences, grâce à la psychiatrie, notamment la pédopsychiatrie, on a compris qu'il n'y avait pas de profil de criminel et que les facteurs étaient psychologiques, biologiques, environnementaux. Autrement dit, c'est nous qui créons ces profils de personnes qui passent à l'acte et qui sont dans l'agir délictueux, voire criminel. Oh. Mais alors, Johanna, est-ce qu'il est normal dans l'évolution de la société que désormais des enfants se comportent comme des adultes, c'est-à-dire sans limite et sans tabou? Ah non, c'est absolument pas normal. C'est le symbole de notre faillite à nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs. C'est une faillite de la société, c'est une dérive des réseaux sociaux, c'est le symbole d'un environnement qui ne permet pas à un enfant de bien se développer. D'ailleurs, on voit des points communs chez ces enfants de plus en plus jeunes qui passent à l'acte, qui sont donc dans l'agir délictueux de plus en plus jeunes. Et cet agir délictueux, ce passage à l'acte, il s'aggrave souvent avec le temps. C'est des enfants qui ont une difficulté de sociabilisation, une éducation familiale qui est extrêmement permissive ou à l'inverse très violente dans certains cas, avec de la violence donc intrafamiliale, des violences physiques, des violences sexuelles et une réaction sociale aux conduites déviantes de ces enfants qui est soit inadaptée, soit nulle, c'est-à-dire une permissivité qui ne permet pas à l'enfant de se cadrer, qui ne permet pas aux parents d'être aidés dans l'éducation de leurs enfants, à éprouver de l'empathie, à éprouver des regrets, à inhiber leur comportement délictueux dans un premier temps et avec le temps, criminel. Donc il y a quand même un manque de cadre. Mais Johanna, moi je voudrais comprendre ce qui se passe dans la psyché, dans la tête d'un enfant de 13 ans pour qu'en fait il n'y ait aucun filtre, pour qu'il passe à l'acte. Dans le cas par exemple, si on parle du viol de cette petite fille de 12 ans à Courbevoie, il apprend qu'elle est de confession juive et là, boum, c'est le drame. On dirait qu'il se transforme en psychopathe. Enfin c'est incroyable.
Il a baigné, si vous voulez, une permissivité, une violence dans laquelle il a baigné. C'est pas des jeunes qui basculent dans le passage à l'acte comme on décompenserait une bouffée délirante qui nous ferait agir de façon hyper violente, sans prémisse, sans phase prodromique, comme on dit en psychiatrie, c'est-à-dire signaux qui viennent alerter d'une décompensation. C'est des enfants qui sont souvent extrêmement tôt exposés à des carences éducatives. Donc il peut y avoir, comme je vous disais, des parents qui sont violents ou qui ne peuvent pas suffisamment s'occuper de leurs enfants. Ils ont aussi souvent baigné dans un discours de grande violence et de grande permissivité à l'égard de cette violence. Ils ne connaissent souvent que ça. Et puis après, il y a des causes environnementales comme la faillite scolaire, des enfants qui sont déscolarisés, qu'on ne parvient pas à réintégrer, des enfants qui finissent par traîner toute la journée avec des jeunes qui sont plus grands qu'eux, parfois des addictions qui se développent, et puis ce fameux effet de masse qui fait que face à ces enfants qui n'ont pas de cadre, qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, qui ne savent pas inhiber leur comportement parce que l'éducation n'a pas été faite dans ce sens, finissent par effet de meute à commettre l'irréparable. Oui, mais alors, ce qui interroge quand même, Johanna, c'est que à 12-13 ans, comment un enfant peut avoir à la fois l'idée et le développement physique et mental d'un adulte pour de tels crimes? Parce qu'on est dans la barbarie. Oui, alors c'est une très très bonne question et c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Mais vous savez, alors je sais pas quel âge vous avez, mais moi mes 12-13 ans à mon âge, c'est pas les 12-13 ans aujourd'hui. Je vous assure que moi je le vois chez ça, mes on s'en rend patients, compte. Oui, mais leurs 12-13 ans ne sont pas mes 16-17 ou mes 18-19. Eh ben, écoutez pas loin. Alors évidemment, en maturité intellectuelle, pas du tout, mais à 12-13 ans, vous savez, la moyenne d'âge à laquelle un jeune garçon est exposé à des vidéos à caractère pornographique, c'est 10-11 ans. Aujourd'hui. Alors dites-vous que si ces jeunes sont élevés dans la violence, dans l'abus, sont entourés d'adultes ou d'ados peu fréquentables, de parents qui ne cadrent pas, ils sont peut-être exposés à des images de violence, à des images à caractère pornographique, au racisme, à l'antisémitisme, à la violence en tout genre, complètement débridée, désinhibée, décomplexée depuis plusieurs années. Donc à 12-13 ans, je vous assure qu'ils n'ont rien de ces enfants qu'on a l'habitude de voir en 6e, en 5e, il y a déjà 20 ou 30 ans. C'est le symbole aussi d'une adolescence qui est à la dérive, qui ne parvient pas à inhiber. Dans l'éducation d'un enfant, il y a un cadre à mettre, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre à inhiber un comportement. Je m'explique, entre la pensée violente, c'est-à-dire je vais réagir avec violence en réglant mes comptes à la sortie de l'école avec tel ou tel camarade, et le passage à l'acte, normalement, il y a une réflexion cognitive qui est enseignée, qui n'est pas innée, qui est acquise au travers de l'éducation, des parents, des familles, des éducateurs, qui permet à tout à chacun d'inhiber un comportement violent. Eh bien, ces jeunes, si on reprend toutes les failles qu'on a énumérées dans un premier temps, cette éducation n'a pas permis à ces jeunes d'inhiber un comportement. Donc entre la pensée macabre du passage à l'acte et le passage à l'acte mortifère lui-même, il n'y a rien. Il n'y a que l'exécution de cette violence qui parfois s'exprime par de la violence physique et parfois violence physique plus viol, plus humiliation verbale, plus harcèlement. Mais alors est-ce que sur des jeunes comme ça, une sanction, ça va être la meilleure des solutions ? La sanction, elle est importante parce qu'évidemment, ils n'en ont pas suffisamment eu. Si on considère que le cadre est une forme de sanction, mais c'est une façon aussi de réprimer la violence et un comportement délictueux. Mais il faut l'adapter évidemment à l'âge de ces enfants parce que bien qu'ils soient capables du pire, c'est aussi des personnalités extrêmement immatures. Donc par sanction, il faut faire très attention de ne pas faire flamber une colère, une violence à l'égard de la société, à l'égard d'autrui qui serait complètement contre-productive. Donc là, c'est la question de la prise en charge qui est encore une fois très défaillante en pédopsychiatrie aujourd'hui en France. Il y a des mesures normalement qui sont mises en place, éducatives, comme des secteurs fermés dans lesquels on peut placer des jeunes pour qu'ils reçoivent une éducation avec des éducateurs, des psychologues et des professeurs très très durs à mettre en place. Parfois des suivis obligatoires en psychologie, pareil, qui sont difficilement mis en place et on le voit quand les jugements ont lieu.
6 mois, 1 an, 2 ans après les actes, tout ce qui devait être mis en place n'a pas toujours pu être réalisé. Donc il faut pouvoir mettre dans la boucle des parents qui doivent être mis en responsabilité des failles éducatives. La société doit aussi se poser des questions, donc il faut libérer des places en CMPP, en pédopsychiatrie, dans des services qui sont accessibles pour tout le monde et essayer de rattraper le plus tôt possible ces jeunes qui sont à la dérive et qui commettent le pire. Heureusement, ce qui s'est passé, si on reprend le viol de cette jeune fille terrible de 12 ans, ça reste extrêmement rare. Le but étant de pouvoir repérer ces personnalités qui sont souvent des personnalités antisociales ou borderline le plus jeunes possible pour pouvoir travailler avec eux et en faire des jeunes adultes qui vont beaucoup mieux, évidemment, et qui pourront éviter de passer à l'acte à l'âge adulte. Oui, mais alors justement, Johanna, qu'est-ce qu'il faut faire quand on élève son enfant, parfois seul, parce que c'est vrai que ces enfants sont souvent des enfants qui vivent seuls avec leur mère. Quand on le voit se transformer, cet enfant, qu'est-ce qu'il faut faire, Johanna ? Il faut absolument demander de l'aide. Il faut alerter le système scolaire, les enseignants, les éducateurs. Il y a des psychologues scolaires, évidemment trop peu dans les établissements, collèges, lycées, mais il faut alerter un maximum de personnes. Il ne faut pas aussi hésiter à contacter la police lorsqu'il y a de la violence à la maison. Un enfant peut être violent à l'égard de son parent, même si le parent veut protéger son enfant. Il faut pouvoir signaler ces violences, pas forcément en déposant plainte, parce que contre son enfant, c'est extrêmement compliqué, et je l'entends très bien, mais en déposant une main courante pour que la justice sache que le parent est en difficulté. Et puis, il peut y avoir aussi l'aide de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui peut mettre en place un suivi avec des éducateurs et des psychologues, mais le parent doit absolument demander de l'aide. Parfois, ça passe par le retrait de l'enfant de son environnement familial, quand l'environnement familial est toxique, quand le parent travaille beaucoup, par exemple, et qu'il ne peut pas surveiller l'activité au quotidien de son enfant, les personnes qu'il rencontre, et bien parfois, il faut l'extraire aussi de cet environnement un temps pour qu'il puisse évoluer aux côtés d'éducateurs et d'adultes cadrants, tuteurs, qui lui permettront de reprendre une éducation, de reprendre un développement cognitif qui leur permettra de faire la différence entre le bien et le mal et développer aussi leur empathie. Merci Johanna en tout cas pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes donc psychologue clinicienne. Johanna Rosenblum, merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup Johanna. À bientôt. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h, Catherine. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour bien voyager avec son animal de compagnie et prendre soin de lui pendant l'été. Alors, on va vous donner tous les réflexes à avoir, tous les bons plans pour qu'il soit comme un coq en pâte pendant tout l'été. À tout de suite. J'attends. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il n'y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et si vous avez un animal de compagnie que vous souhaitez emmener en vacances cet été, eh bien ce rendez-vous est pour vous. Il n'y a pas d'âge pour bien voyager justement avec son animal de compagnie et d'en prendre bien soin, David. Mais oui, cet été c'est décidé. Votre chat ou votre chien fera partie du voyage. Alors que vous voyagez en voiture, en train ou en avion, partir en vacances avec un animal se prépare bien en amont. Pour que tout se passe bien et de rien oublier, nous avons appelé à la rescousse notre vétérinaire préférée, Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour David, bonjour Cathy, bonjour à tous. Alors Laetitia, à quoi doit-on penser avant de voyager avec son animal de compagnie et est-ce qu'il y a des choses spécifiques à acheter avant de partir? La première chose à voir et surtout à vérifier, c'est si l'animal sera le bienvenu dans la location, la maison de vacances, le camping, le gîte, enfin bon, l'endroit où vous allez en vacances. Ça peut paraître bête, mais des fois, on arrive et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils acceptent les chats mais pas les chiens, ou les petits chiens mais pas les gros chiens, enfin voilà. Et puis souvent aussi, ils font payer en plus, hein, ça je parle des campings et des hôtels. Donc ça, à bien vérifier. Et puis après, voir si l'animal est à jour de ses vaccinations. Parce qu'il y a plusieurs problématiques. D'abord, si vous passez la frontière, il faut que l'animal soit vacciné contre la rage et qu'il ait un passeport européen. S'il ne l'a pas, il peut pas passer la frontière, même si vous allez chez nos amis belges ou en Espagne. Ensuite, votre chien ou votre chat va sortir, va rencontrer les congénères. Donc, on a un risque de transmission de maladie qui est plus élevé en vacances, parce que, bien sûr, hein, là, c'est vraiment comme le chat, par exemple, il y a une maladie qui se transmet vraiment en contact chat à chat, c'est la leucose. Et si vous avez un chat parisien qui habite en appartement, si vous l'amenez à la campagne, il sort, il va rencontrer d'autres chats, il faut le vacciner. Donc ça, c'est important. Oui, salaud de chat parisien. Voilà. faut le dire quand même. Et bien sûr, faut préparer sa petite valise.
Hein, voilà. Alors, moi je dis toujours, faites attention, c'est surtout l'alimentation. Souvent, on veut changer son alimentation pendant les vacances, parce que c'est plus facile, parce qu'on trouve que ça dans le magasin à côté. Non, ne changez pas. Donc, soit vous faites le stock de croquettes, de boîtes, de tout ce que vous voulez qu'il mange d'habitude, soit vous les faites, vous faites une commande et vous faites livrer sur votre lieu de vacances. Ça, c'est très important. Et puis, il faut prendre son couffin, sa brosse, sa trousse de secours. Habitudes. Voilà, et tout ce qui est aussi ses jouets, enfin tout ce qui a votre odeur et son odeur qui puisse le rassurer en vacances. Alors une fois qu'on est OK sur la destination, s'il part en voiture, est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce que les chiens peuvent être malades en voiture? Est-ce qu'il leur faut des tranquillisants, des antinauséeux? Alors, j'aime pas trop les tranquillisants parce que bien souvent, les tranquillisants, ça tranquillise l'animal quand il arrive à bon port. Et avant, il est énervé. D'accord. Voilà, parce que bien souvent, il est tellement stressé que le tranquillisant met plusieurs heures à fonctionner et vous avez un chien ou un chat qui est complètement stone. Pendant 2 jours, en arrivant. Oui. Donc, non. Par contre, un anti-nauséeux, c'est très important parce que bien souvent, le stress du voyage est lié aux nausées. On a vraiment ce mal des transports qu'en fin de compte, une anxiété dans la voiture. Et ça, il existe des anti-nauséeux prescrits par votre vétérinaire. Vous donnez ça 1 heure avant. Vous ne donnez pas à manger, bien sûr, avant de prendre la voiture. Et vraiment, l'animal sera très bien dans la voiture. Après, il y a aussi des petits trucs à savoir. Par exemple, il faut une conduite qui soit non sportive, bien sûr, pour pas effrayer votre animal. Vous avez aussi des musiques qu'il préfère à d'autres, c'est-à-dire que la musique classique, ça peut vraiment bien aller en voiture pour lui. Il faut pas crier, il faut pas avoir de tension dans la voiture, surtout avec les enfants qui font n'importe quoi, parce que ça, l'animal, il prend toutes ses émotions, il est très stressé. Donc ACDC avec ton chat, ça va pas? Non, ça va pas. Alors non, surtout pas. C'est la musique classique ou Taylor Swift. Voilà, exactement. Ou la musique pour la méditation. Ça c'est très très bien pour les animaux. Alors vous avez aussi des odeurs qui sont bien pour eux dans la voiture. Vous avez la lavande, qui est une odeur qu'ils aiment bien et qui apaise. Vous avez des phéromones aussi que vous pouvez acheter chez votre vétérinaire. Et puis très important, la sécurité. Moi je vois trop de chiens qui se baladent dans la voiture, de chiens sur les genoux du conducteur. Ça c'est interdit. Vous pouvez avoir une amende d'ailleurs. Oui, si parce vous êtes... le chien doit être enfermé normalement. Enfin, alors, soit il est attaché, vous savez, maintenant il existe une attache que l'on peut mettre à la ceinture de sécurité au harnais du chien. Moi, c'est ce que je conseille. Donc, il est sur la banquette arrière, attaché à la banquette, à la ceinture de sécurité. Ça, c'est très bien. Les chats dans la caisse de transport et la caisse de transport attachée à la ceinture de sécurité pour que ça bouge pas. Et les chats aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre comme un voile ou un linge fin sur la caisse pour qu'ils ne voient pas le paysage défiler, parce que ça aussi, c'est source de stress chez le chat. Et alors le chien, vous avez aussi, vous avez des sièges pour chien maintenant, un petit peu comme les sièges bébés, mais pour chien, où vous mettez le chien dedans et puis vous l'attachez, et comme ça il peut profiter de la voiture sans risquer d'aller en avant s'il y a un coup de frein, etc. Si on voyage en train, est-ce que vous conseillez d'ailleurs le voyage en train, même avec un gros chien? Oui, moi j'aime bien le voyage en train parce que c'est un voyage où les animaux dorment très bien, parce qu'il y a ce ronronnement du wagon qui fait que très vite. S'il y a 5-6 chiens dans un wagon, c'est pas évident. Sauf s'il y a 5-6 chiens, mais moi qui voyage beaucoup avec mon chien dans les trains, il y a rarement 5-6 chiens. 2, ça m'est arrivé. Voilà, 2, ça arrive. Je trouve que les wagons sont pas très bien adaptés pour les animaux. Ce n'est pas du tout adapté pour les animaux. Il faut savoir que d'abord, vous payez à la SNCF, dans les trains Inouï, TER, etc., 7 € pour votre chien, qui soit sur vos genoux dans un sac, ou qui soit à côté, à vos pieds. Mais avant, ils payaient quand même une demi-place de seconde. Donc heureusement, ils ont diminué les prix. Vous payez 10 € dans les Ouigo. Mais faut savoir que si votre chien dérange, c'est-à-dire que vous avez un gros chien et qu'une personne vous dit « Écoutez, je suis allergique aux poils de chien » ou alors « J'ai peur des chiens », vous êtes obligé de voyager entre 2 rames. Même si vous avez payé votre place. C'est-à-dire que le confort, entre guillemets, des autres passagers est prioritaire, mais votre chien, même s'il paye 7 €, il est à vos pieds et il doit être muselé. Et l'avion alors ? Alors l'avion, c'est pas facile. Surtout que vous avez un poids. Vous pouvez prendre votre animal en cabine avec vous, ce qui est le mieux.
parce que vaut mieux qu'il soit avec vous quand même dans un sac, mais il y a un maximum de poids. Chez Air France, c'est 8 kilos. Donc s'il fait plus de 8 kilos, faut le mettre en soute. En soute, faut le mettre dans une cage qui est homologuée pour les transports aériens que vous achetez soit à la compagnie, soit en animalerie. Et puis, après, il se retrouve en soute et c'est là où il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de cage qui s'ouvre avec l'animal qui disparaît. Et ça existe souvent. Il peut y avoir des cas de stress. Or, on ne peut pas donner de tranquillisant à un animal qui prend l'avion. Parce que dans le règlement des compagnies aériennes, l'animal doit être vaillant et ne doit pas être assoupi, ne doit pas être drogué. S'il y a un problème, oui. Voilà, s'il y a un problème. Et puis surtout, si vous avez un chat ou un chien à nez écrasé, il ne peut pas voyager en soute. Ça, c'est interdit par les compagnies aériennes. Donc, si vous avez un bulldog de 11 kilos, vous pouvez ni voyager en cabine, ni voyager en soute. Donc ça, il faut le savoir. Ah oui, alors maintenant, Laetitia, on est arrivé sur le lieu de vacances, tout va bien, mais alors qui dit nature dit danger. Comment on en évite certains? Quels sont les dangers auxquels il faut faire attention pendant l'été? Alors, les premiers dangers, il y a d'abord les insectes. Voilà. Alors, mais je dirais en tout premier, c'est quand même le coup de chaleur. Le coup de chaleur, ça, c'est vraiment le grand danger, surtout avec nos températures caniculaires en ce moment. Le coup de chaleur, ça c'est vraiment l'urgence urgente de l'été, et quand on travaille l'été, on ne voit que ça. Alors le coup de chaleur, ça peut être d'abord dans la voiture, et ça, il y a beaucoup de chiens et de chats qui meurent dans des voitures stationnées à l'ombre, parce que l'ombre, le soleil tourne, et vous savez, quand une voiture est au soleil, la température dépasse en quelques minutes 50 degrés. Et l'animal, le chat ou le chien, ne peut pas réguler la température comme nous, il ne sue pas, il n'y a pas de sudation, sauf au niveau des coussinets, mais c'est pas assez. Donc il n'arrive pas à vraiment supporter la chaleur, et très vite, c'est comme un nourrisson, exactement comme un nourrisson. Très vite, on a un coup de chaleur qui peut être une syncope cardiovasculaire qui fait que l'animal meurt très vite. Donc on ne laisse jamais son animal dans la voiture. Ensuite, si vous voyez que l'animal dort au soleil et puis qu'il commence à allaiter ou à avoir les yeux rouges, très vite, il faut bien sûr le rafraîchir. Alors pour le rafraîchir, il y a beaucoup de méthodes. Vous avez le brumisateur que vous avez toujours dans votre poche l'été. Vous pouvez mettre une serviette humide sur l'animal. Vous pouvez le caresser avec un gant de toilette. Et puis alors, il y a des choses sympas qui sont vendues maintenant pour l'été. Vous avez des tapis réfrigérants. Alors, vous n'avez même pas à les mettre au frigo. C'est des tapis, quand le chien est en contact ou le chat en contact avec ce tapis, tout de suite, il a une fraîcheur qu'il aime bien. Ensuite, vous avez aussi des gilets réfrigérants pour les chiens. C'est-à-dire des gilets un petit peu, voilà, comme les gilets, comme un gilet pare-balles, vous voyez. Et ça refroidit bien le corps du chien. Ça, c'est super. Alors moi, j'ai mon petit truc aussi pour rafraîchir une cage d'un animal. C'est vous prenez, vous savez, les blocs réfrigérants que vous mettez dans les glacières. Et vous mettez ça sous la couche de l'animal. Et même quand vous arrivez dans votre maison de campagne, s'il fait très chaud, vous mettez ça sous la couche et tout de suite, il a une de fraîcheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia Barlerin, pour tous ces conseils. Bible de conseils. Mais oui, des conseils pour que notre animal de compagnie passe des vacances agréables. Merci, Laetitia. Merci Laetitia. Et nous sommes ensemble, David, jusqu'à 13h. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour partir à Los Angeles. Ça vous dit ça? Avec plaisir. Allez, à la rencontre des stars d'Hollywood. On croit souvent qu'elles sont inaccessibles. Eh bien non, pas tant que ça. Martine Kouralellin, dans son livre Dreamland, nous raconte plein de petites anecdotes savoureuses. Bon, et puis juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour bien protéger sa peau du soleil. Attention à toutes ces vidéos et communications que vous voyez en ce moment sur les réseaux sociaux contre les crèmes solaires. Si vous partez bientôt en vacances, pas de bêtises, il faut vous protéger. Sortez couverts, on en parle dans quelques minutes. Absolument, à tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, et avant de découvrir qu'il est très important de bien protéger sa peau du soleil pour éviter de développer un cancer de la peau, eh bien nous vous emmenons à Los Angeles, et plus précisément à Hollywood, à la rencontre de Madonna, Gwyneth Paltrow, Tom Hanks. Un petit saut au milieu des stars, Catherine, c'est ça? Mais oui, David, imaginez-vous vous balader sur Rodeo Drive, devenu célèbre grâce à qui? Pretty Woman. Pretty Woman, évidemment. Pretty Woman. Le rôle mythique de Julia Roberts, croiser Meryl Streep, DiCaprio, ou aller à la rencontre de Tom Hanks près de Pacific Palisades en rejoignant la randonnée jusqu'aux crêtes de Red Rock Canyon.
Dreamland est une parenthèse enchantée qui vous plonge dans le Los Angeles des stars. Celles que vous voyez plus souvent dans des magazines ou au cinéma et qui tout à coup font éruption dans votre quotidien. Bonjour Martine Couralel. Bonjour Catherine. Bonjour David. Merci de me Alors, recevoir. mais c'est nous qui sommes contents. Alors Martine, vous avez travaillé dans le milieu de la télévision, à Paris, à Londres, et un beau jour, vous avez épousé un beau producteur américain. Vous êtes partie vivre à Los Angeles et ça fait 20 ans que vous êtes installée là-bas. Oui. Alors, avec le recul depuis 20 ans, la jeune Française qui a débarqué à Hollywood, qu'est-ce qui vous a surpris le plus en fait quand vous êtes arrivée là-bas ? Et est-ce que vous êtes devenue avec des stars, copine avec des stars ? Parce que je suis sûre que tout le monde se pose la question. Oui, alors, bon, quand on arrive là-bas, je pense que... on est surpris tout le temps de toute façon, mais on n'a pas l'impression d'arriver dans une ville. Hein, je suis sûre que vous connaissez. On a l'impression d'arriver sur une autre planète. Tout est tellement différent, ne serait-ce que la ville elle-même. Quand on sort de l'aéroport, on est habitué à un centre avec des quartiers autour. Là, c'est une étendue à l'infini. Et ça donne cette impression, moi j'ai ressenti ça très très fortement quand je suis arrivée tout à fait au début, que tout est possible, que toutes les possibilités sont là jusqu'à l'infini. Le rêve tout américain. peut arriver, mais c'est quelque chose, c'est comme un souffle sur la vie. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent, que j'avais jamais ressenti ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, la première impression, c'était ça. Et c'était aussi quand on parle Hollywood, on pense célébrité, star, glamour, hein. Mais on voit ces célébrités de loin, elles sont tellement énormes, ce sont des stars planétaires, et on a l'impression qu'elles sont inabordables, inaccessibles, et voilà. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que non, elles n'étaient pas du tout inaccessibles, parce que j'étais là depuis une semaine seulement, ou 2 peut-être, j'avais déjà rencontré Travolta. Et je me souviens, la première impression, c'était, je me disais, mais je suis là en train de parler à Travolta, c'est pas possible. C'est dingue. En arrivant, c'est vrai que c'était saisissant. Et ça, c'était les premières impressions que tout peut arriver. Et moi, il y avait une actrice que je voulais vraiment, que je rêvais de rencontrer, et je pensais pas que je la rencontrerais. Parce que je trouvais que c'était la plus belle. Elle a travaillé avec tous les plus grands acteurs, les grands réalisateurs. C'était Jacqueline Bisset. Et je me disais, je vais tout faire pour la rencontrer. J'y suis arrivée, mais c'était très facile en fait. Ça s'est fait très facilement. Je connaissais quelqu'un qui la connaissait. Tout simplement, j'ai demandé si un jour tu fais un dîner, pense à moi. Et vous êtes devenue copine ? On est devenus plus que ça, on est devenus meilleures amies. C'est ma meilleure amie. Elle est amie avec mes enfants, avec mon mari. C'est la famille. Ça s'est fait sur quelques années, mais comme quoi, voilà, ça peut se faire. Alors, il y a une chose qui est étonnante dans votre livre, quand on le lit, c'est la folie, l'extravagance qui peut régner à Hollywood. Alors, je pense notamment à cette femme qui est prête à tout pour accoucher rapidement, et on lui dit que pour ça, il faut manger une salade spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Oui, il faut manger une salade spéciale. C'est une légende urbaine hein, qui s'est installée dans le milieu d'Hollywood, et tout le monde croit à cette salade. C'est une salade, je l'ai mangée moi-même, qui a rien d'exceptionnel. Il y a des betteraves rouges, je me souviens même plus ce qu'il y a dedans. Une salade tout à fait ordinaire, qui est pas mauvaise, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est dans la croyance collective. Et ce qui s'est passé, c'est une salade qui est servie dans un restaurant qui s'appelle le Coyote Pizza Café, qui a commencé sur Laurel Canyon, un endroit assez mythique parce que voilà, il y avait Jack Nicholson qui était voisin, qui venait tous les jours y déjeuner, etc. Et donc cette salade, c'est parti parce qu'une femme enceinte est arrivée un jour à manger cette salade, et en repartant, elle a accouché dans sa voiture. 2 jours après, une autre femme enceinte est arrivée, aussi en fin de grossesse, et a eu juste le temps d'aller à l'hôpital pour accoucher. Donc ça a fait boule de neige. Ça a été un bouche à oreille incroyable dans tout Hollywood. Et c'est devenu, voilà, et puis il y a eu d'autres exemples après, mais évidemment, les filles, elles vont là, elles sont à ça d'accoucher, donc forcément, elles vont accoucher. Mais ça s'est installé, voilà. Et il y a même des infirmières, des sages-femmes qui vous disent, écoutez, quand vous n'en pouvez plus, allez manger la salade, au pire, vous aurez des vitamines. Voilà. Alors, il y a juste une dernière petite question.
On s'est rendu compte quand même que Gwyneth Paltrow et Madonna pouvaient se faire refuser une table dans un restaurant. C'est possible, ça? C'est pratiquement impossible, mais c'est arrivé. C'est arrivé parce que la personne à l'accueil ne les a pas reconnus. Parce que Gwyneth Paltrow et Madonna, elles peuvent aller n'importe où dans tout Los Angeles. Ben évidemment. N'importe quel restaurant, n'importe quelle boîte, n'importe quelle école, médecin, tout ce que vous voulez, c'est transactionnel. C'est leur célébrité contre... Mais là, c'était tellement drôle parce que le bonhomme à l'accueil ne les a pas reconnus, ni l'une ni l'autre. C'est vrai que Gwyneth Paltrow, elle est très reconnaissable. Madonna, vous la reconnaissez pas toujours quand vous la croisez parce qu'elle est toute petite, on s'attend pas à ça. Et puis, on la reconnaît pas. Je sais pas pourquoi. Elle n'a pas une tête qu'on reconnaît dans la rue. Voilà, il les a refusés, il les a envoyés, il les a virés du resto, en gros, parce qu'elles insistaient. C'est drôle. Ce qui n'arrive jamais. En tout cas, merci beaucoup pour ce livre Dreamland. Vous allez vous régaler avec toutes les anecdotes. Toutes ces stars côtoyées, c'est aux éditions Lazare et Capucine, un livre à emporter dans sa valise pour passer vraiment un très très bon moment. Et c'est plein d'anecdotes croustillantes. Merci beaucoup Martine Corentin. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci, au revoir. Et maintenant Catherine, il est temps de retrouver notre spécialiste santé beauté, la reine du joli teint, notre veille-nez préférée, Ariane Goldet. Bonjour Ariane. Bonjour, c'est gentil, c'est gentil. Ben oui David, parce vrai que l'heure est grave. Ah. Non, on rigole plus là maintenant. Ah bon, l'heure est grave. TikTok laisse passer des vidéos anti-crème solaire. Moi, je comprends que les médecins s'inquiètent à l'approche des départs en vacances, quand on sait que plus de 70% des 100 000 cancers de la peau annuels sont directement liés à une surexposition aux rayons UVA et UVB. Cette nouvelle lubie est donc complètement aberrante. Et il est temps, ma chère Ariane, de remettre l'église au milieu du village. N'est-ce pas, David? Oui. Et vous allez nous rappeler les effets de ces rayons. Oui, parce que c'est incroyable que des gens puissent se permettre de dire de ne pas mettre de crème solaire. Je connais pas un dermatologue, un médecin, un pharmacien qui vous dira de ne pas mettre de produits solaires. Donc, c'est vrai que le soleil est indispensable à la vie et surtout à notre santé mentale, parce que vous savez qu'il nous fait sécréter des endorphines, des bonnes hormones pour être de bonne humeur, mais il nous brûle la peau. Et donc, comme vous l'avez dit, les rayons UVA et UVB brûlent la peau. Simplement, il n'y en a que 10 à 20% qui pénètrent dans la peau. La peau est formidable parce qu'avec le bronzage, elle arrête les 80% qui restent. Mais les 10 et 20% qui restent, c'est eux qui sont responsables du vieillissement, des taches, des rides, du relâchement de la peau. Et comme vous l'avez dit, des 100 000 nouveaux cancers par an, ils ont multiplié par 3 ces 30 dernières années. Et surtout, c'est 1800 décès annuels avec les mélanomes. Voilà. Ariane, concrètement, quelle est la bonne technique pour bien se protéger du soleil? Au soleil, vous avez les écrans solaires, les crèmes, avec bien entendu, si vous vous habillez complètement avec des vêtements très opaques, bon, vous êtes à l'abri, c'est sûr. Alors, ils font barrage aux ultraviolets A et B, soit en réfléchissant les rayons, et ça ce sont les filtres minéraux, soit en absorbant les rayons, et ça on parle de filtres chimiques. Alors en général, pour avoir une bonne couverture, les laboratoires associent les deux types de filtres. Si vous voulez, quand on dit une bonne couverture, c'est-à-dire de couvrir tous les rayonnements, les longueurs d'onde le plus large possible par rapport aux heures du soleil. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut jouer avec ces filtres tout en ayant une texture qui va être facile à appliquer, qui ne va pas vous faire tout blanc. Vous savez, quand vous faites le Pierrot, parce qu'à ce moment-là, vous ne voulez pas en remettre, et agréable. Donc, ils travaillent beaucoup sur ce sujet, car le réchauffement climatique, avec le réchauffement climatique, la protection solaire est l'enjeu santé majeur des années qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on reproche finalement aux crèmes solaires? C'est quoi? C'est la composition? Il y a dans la composition des trucs qui seraient... Mais je reconnais que c'est vrai que dans la mesure où certains films, minéraux comme chimiques, d'ailleurs les deux, ne sont pas totalement inoffensifs. Mais par rapport au risque de cancer, la question ne se pose pas. Ouais. Donc, ce que font les labos, ils font tout pour ne pas les utiliser, mais quelquefois, certains filtres sont irremplaçables. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les réduire au maximum, pour offrir une protection maximum avec un minimum de risque. Alors, ne pensez pas que des filtres solaires minéraux uniquement soient la solution. Parce que la protection est plutôt moins efficace et pas moins inoffensive. Donc, cependant, il faut savoir quand même que les produits solaires qui sont vendus en France respectent la réglementation cosmétique européenne, reconnue comme étant une des plus strictes au monde.
Bon, mais pas de la crème solaire tous les jours, toute l'année, quoi. Je veux dire, c'est pendant la période des vacances. On devrait, d'ailleurs, les dermatologues disent qu'on devrait mettre des crèmes avec des indices. Ça, c'est un autre débat. Oui. Moi, il y a une autre chose qui m'intéresse, Ariane, c'est qu'il y a un autre point qui ressort dans ces vidéos stupides qu'on voit sur le web, c'est l'inefficacité des produits solaires. Soi-disant, ils ne protégeraient pas autant qu'ils veulent bien le dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les 50, Alors, je vais vous expliquer. l'écran total. C'est vrai que c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que quand on calcule un indice solaire en laboratoire, le laboratoire applique 2 mg sur la peau. Or, on sait très bien que quand vous êtes sur la plage, dans la vraie vie... Faut tartiner. Vous tartinez. Ben non, mais alors tartine. vous éliminez, vous appliquez. Et donc, si vous voulez, la crème est moins épaisse sur la peau quand vous tartinez trop. Vous comprenez? Vous appliquez, donc vous diminuez ce film. En donc fait, le film est moins important. En plus, vous rajoutez le sable, la transpiration, tout ce que vous voulez. Donc tout ça diminue par 3, 4, voire 4 la protection solaire. D'où le principe d'en rajouter toutes les 2 heures, ça c'est très important. Ensuite, il faut éviter les formules avec de l'alcool, parce que l'alcool va fluidifier les textures, donc c'est beaucoup plus agréable, mais il va pénétrer et entraîner avec lui les filtres dans la peau, ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Ensuite, vous remarquerez que l'appellation écran total n'existe plus en France, alors qu'elle était il y a quelques années. 50. Et tout ça, c'est 50 plus, ça va pas plus haut, pour ne pas inciter certains à rester trop longtemps au soleil, croyant qu'ils sont totalement protégés. Et puis, sachez quand même que votre crème solaire de l'année dernière, si elle a été ouverte et qu'elle est restée un peu au chaud dans la salle de bain tout l'hiver, elle est fichue. elle est pas fichue, mais elle est beaucoup moins efficace. Mais on peut trouver des produits qui soient pas trop chers. Non, mais c'est pas une question de prix, les solaires. Hein. Bah, justement. Oui, donc, non, il y a de très bons solaires, très accessibles. Tartiner. Mais il faut tartiner, et ça, ça fait beaucoup de, ça fait le tube va vite, hein. Bah oui. Surtout quand vous avez une famille de 4 enfants. Merci Ariane pour ces précieux conseils. Pas de bêtises, sortez couverts, comme dirait David et Christophe de Chavannes. On se protège du soleil. Restez avec nous dans quelques instants. Nous recevons l'iconoclaste Christophe Alévèque qui nous revient avec une revue de presse qui déménage. Actualité oblige. À tout de suite. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous, merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio, dans Y a pas d'âge, tout de suite. Et pour conclure cette émission, nous sommes ravis de recevoir Christophe Alévèque qui va nous régaler pendant le Festival d'Avignon au Cinébox du 5 au 21 juillet à 18h20, avec en alternance son spectacle Vieux con, la suite et la revue de presse, David. Oui, et puis le 7 juillet, à la suite de la revue de presse, vous, Christophe Alévèque, vous commenterez en direct sur scène à 20h le résultat des élections législatives. Vaste programme. Wow. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, pour un humoriste qui manie l'art de la revue de presse, c'est du pain béni, un président comme Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée et qui embarque la France dans 3 semaines de surinformation politique et de patinage artistique. Oui. Alors, depuis que je fais des revues de presse, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que j'en vends. Hein. D'année en année, à chaque fois, on me disait, oh, avec celui-là, président, tu vas te régaler. Oh, celui-là. Et quand est arrivé Macron, tout le monde m'a dit, oh. Là, ça va être tu vas t'ennuyer avec lui. Il est lisse. Il est trop lisse. Ouais. Non, en fait, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, et avec ces gens-là, on se régale sans arrêt. Évidemment, c'est tout ça sur notre dos. D'ailleurs, est-ce que vous savez que les psychiatres ont eu un afflux de rendez-vous après l'annonce de la dissolution? Ah non, je savais pas. Non, moi non plus, ça je veux dire. Voilà, et ben c'est ça. Voilà, ça c'est une info dont je parle dans la revue de presse. Et puis effectivement, je vais faire moi, je fais du rire avec le pire. Donc en ce moment, je vais dire, je suis absolument gâté. Et les spectacles que je fais depuis, allez, on va dire même avant le Covid, c'était petit à petit transformé en thérapie collective. D'accord. Non, mais c'est vrai que depuis le Covid, on vit quand même une succession d'événements complètement dingues. On est dans un monde. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui arrivent à vous surprendre, qui vous exaspèrent? Moi, ce qui m'exaspère le plus, c'est que, en fait, on ne résout rien. C'est-à-dire que, moi, je me rends compte
en faisant la revue de presse, qui est aussi une critique des médias d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on lance une info qui peut quelquefois durer 3-4 jours. Je prends un exemple caricatural, enfin un peu caricatural. Les punaises de lit. Oui. Quand les punaises de lit sont arrivées, pendant 4 jours, débat national, cause nationale, les punaises de lit, il y en avait partout, c'était l'invasion. Le 7 octobre, le Hamas commet un acte terroriste en Israël et les punaises de lit sont éradiquées. Ah bah oui, on va jamais jusqu'au bout, c'est vrai. C'est vrai. On revient jamais. Les faits divers dont je parle beaucoup, parce que ça fait 30% du temps d'antenne dans les médias quand même. Oui. C'est pareil, on nous balance ça, des choses les plus horribles les unes que les autres, et en gros c'est démerdez-vous avec ça. Oui, c'est vrai. Et la guerre en Ukraine, voilà, alors les journalistes font leur boulot, hein, c'est-à-dire qu'ils parlent de l'actualité, mais en fait, rien n'est résolu. Bah en fait, une information en chasse une autre. En chasse une autre, et puis on ne sait toujours pas ce que sont devenues les punaises de lit. Et voilà, il y a eu un attentat à Moscou, c'était en février, c'était hier. On a l'impression que ça fait des années. Ah non, mais c'est vrai. Et cet attentat à Moscou, est-ce que vous savez finalement qui, parce qu'il y a eu un délire médiatique là-dessus, est-ce que vous savez qui l'a fait, qui c'est responsable, quoi, le comment? Alors il y a eu une toute petite ligne de la part du gouvernement russe pour dire que c'était pas les Ukrainiens, mais c'est vraiment passé sous silence. Oui, non, mais c'était pas les Ukrainiens. Ensuite, ceux qui avaient été chopés, en fait, c'est pas ceux qui avaient commis le truc, c'était quelqu'un d'autre. Après, c'était soi-disant les États-Unis qui étaient derrière. C'est-à-dire, on nous balance ça, et puis après, c'est mais démerdez-vous avec tout ça, vous. Et ce qui fait que moi, sur scène, je reprends des choses qui paraissent vieilles, mais c'est-à-dire qu'ont 3 mois. Et on essaye de les régler sur scène. Alors moi je règle pas les problèmes voilà, mais on crève l'abcès. Mais alors justement, bien aux gens fous. Justement, Christophe, le 5 juillet, quand vous allez jouer votre première revue de presse, on sera encore sous Macron acte 2. Est-ce que vous allez monter sur scène en clown dérisoire ou alors en missionnaire qui bat la campagne? Carrément. Non, j'ai le missionnaire, souvent on m'a traité de militant. J'ai rien contre les militants, hein. Mais je veux dire, moi je ne suis encarté nulle part, et plus ça va, plus je prends mes distances avec tout ça. Donc moi je vais sur scène pour essayer de faire du bien aux gens et de trouver le juste milieu, justement. Donc il n'y a pas je ne suis plus en croisade pour rien du tout. De toute façon, toute la classe politique m'horripile de plus en plus. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur un autre moment de rire que vous allez nous proposer. C'est le spectacle Vieux con la suite. Où nous emmenez-vous cette fois-ci? Sans tout dévoiler, évidemment. Alors là, je parle beaucoup. En gros, c'est un petit peu le monde que le vieux con que je suis devenu. Enfin, dans le titre, c'est Vieux con, point d'interrogation. Il y a un suspense. Et quel monde on laisse à la jeunesse? Alors là, c'est pareil, je veux dire, le constat est quand même terrible, mais je me rends compte que sur scène, moi, j'ai toujours fait de rire avec le pire. Donc, plus c'est pire, en fait, plus les gens rient, parce que c'est même pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils ont besoin. Et donc, ils ressortent de la salle beaucoup plus légers. Je parlerai beaucoup de dérèglement climatique, de transition écologique, du ressenti sur la sécurité, des faits divers. Je parle de l'état du monde actuel, voilà, de la liberté d'expression qu'on a pris quand même un sacré coup dans la tronche, et il y a une partie aussi, une petite partie revue de presse dans le spectacle, et puis en alternance, et puis surtout moi j'attends le 7 juillet avec impatience, puisque la compagnie qui joue après, parce que vous savez qu'à Avignon les créneaux sont assez oui, c'est très straight, et la compagnie qui joue après, gentiment, voilà, ils vont prendre un quart d'heure dans la vue, et il me laisse la scène jusqu'à 20h, et on aura un écran sur scène avec les résultats en direct
sur scène, voilà. Et moi qui ai déjà vécu ça plusieurs fois avec 4 présidents déjà, j'ai fait ça au théâtre du Rond-Point plein de fois. Mais c'était pour les présidentielles. Et là, je peux vous dire que il y a certaines fois, c'est vachement bien d'être nombreux pour entendre le résultat. Bon. Et alors, justement, c'est quoi en 2024, Christophe Alévêque, être un vieux con moderne ? Le vieux con d'aujourd'hui, moderne, c'est un résistant. Voilà, c'est un rebelle, c'est un mec qui a envie de disposer de sa vie et de sa mort en toute impunité et qui considère que le bonheur et le plaisir ne sont pas des œuvres d'art, donc il n'a pas envie qu'on les encadre. Eh ben, on va se quitter sur ces jolis mots, Christophe Alévêque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe. Pour ce bon moment. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci. Et alors, je le rappelle, Christophe, vous êtes pendant le Festival d'Avignon au Cinévox du 5 au 21 juillet à 18h20 avec en alternance votre spectacle Vieux Con, la suite, 3 petits points, et votre revue de presse. Et le 7 juillet, à la suite de la revue de presse, vous commenterez en direct sur scène à 20h le résultat des élections législatives. Je pense que c'est un moment à ne pas rater en votre présence. Je pense aussi. Merci Christophe, à bientôt. J'insiste là-dessus, il vaut mieux être ensemble, souvent. Oui, et ben nous serons ensemble à Avignon. Merci Christophe. Et merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. Mais oui, et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et il y en a plein à pousser en ce moment. Et entre 12h et 13h avec plein de rendez-vous, Catherine. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.